Bonjour. C'est une question pour Sarah. Vous êtes allé en fait juste après la chute du mur et l'effondrement de l'Union soviétique, et donc vous avez aperçu les changements de société sociétaire et tout ça. Et je me posais la question par rapport aux vagues migratoires à Moscou, parce que pendant l'URSS, il y avait énormément d'échanges avec d'autres pays comme l'Angola, le Cuba et tous les pays qui étaient alignés sur le bloc soviétique. Et suite à cet effondrement, quelles ont été les grandes vagues migratoires qu'il y a eu à Moscou en fait? Merci, ouais. Alors, quand je suis arrivée en 1991, il se trouve que le 9e microrayon de Théouplistan est tout près de l'UDN, de l'Université de l'Amitié des Peuples Patrice Lumumba. Et donc là, il y avait énormément de migrants africains et sud-américains, mais qui étaient très isolés en fait. L'université était un peu en vase clos, avec une cité universitaire où ils étaient hébergés. Elle avait relativement mauvaise réputation en termes de niveau de formation. Et du coup, peu d'étudiants russes y allaient. Voilà, mais il y avait quand même quelques mariages mixtes. Et puis, on voit depuis 5-6 ans là, des programmes de recherche sur ce que sont devenues ces histoires-là dans les retours aux pays respectifs de chacune et chacun, enfin, des gens qui ont vécu cette expérience. Cette migration-là a été immédiatement remplacée par des migrations internes à l'ex-URSS. Pour des raisons économiques, les gens venaient chercher du travail à Moscou, d'Asie centrale, d'Ukraine, des pays baltes, d'à peu près partout, en fait, du Caucase aussi. Et dans ces années 90, là, il y a également eu énormément de conflits armés dans les républiques, sans parler des guerres de Tchétchénie. Et du coup, il y avait aussi des réfugiés politiques, en fait, à Moscou. Et puis des situations très compliquées où les gens... Enfin, l'État soviétique faisait la distinction entre la nationalité et la citoyenneté. Donc on était citoyen soviétique et de nationalité russe ou juive ou ukrainienne ou ce que vous voulez. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont retrouvés sans papier, en fait, citoyens sans droit dans la Fédération de Russie. Parce que les parents étaient, je sais pas quoi, militaires, ils avaient vécu dans telle base en Sibérie, puis en Allemagne de l'Est, puis le premier enfant était né là. Enfin bon, des gens dans des situations invraisemblables. Et c'est un autre terrain. J'ai essayé d'avoir des papiers là-bas, j'ai jamais réussi à obtenir une carte de séjour. Et donc ouais, les gens faisaient la queue la nuit. Il y avait, ça faisait partie des métiers. Faire la queue faisait partie des métiers rémunérés de toute façon informels pour les autres, dans des tas de situations, mais pour obtenir des papiers en particulier. Il y avait tout un circuit, il fallait prouver qu'on n'avait pas de chlamydier, la syphilis, etc. Mais il fallait aussi passer par le dispensaire antituberculose, puis par l'asile psychiatrique. Enfin bon, c'était... et à chaque fois retourner à la caisse d'épargne pour payer son timbre fiscal. Voilà. Et donc en fait on a comme ici, pour reprendre l'analyse d'Emmanuel Terret, une migration de travail pour ce qui n'est pas délocalisable, donc en particulier les chantiers de construction encore, et notamment
le nouveau quartier de la City de Moscou, Moscow City, qui était un projet énorme et qui s'est presque arrêté en 2008 avec la crise, enfin voilà, qui est à moitié fini, à moitié une friche. Un peu ni fait ni à refaire. Et aujourd'hui, avec la nouvelle vague migratoire, est-ce que vous savez si Moscou et la Russie est affectée aussi? Actuellement, avec les sanctions, plus la chute des prix du pétrole, l'économie russe va plutôt très mal. Mais elle va quand même plutôt mieux que, je sais pas moi, le Kyrgyzstan, par exemple. Oui, mais il n'y a pas de réfugiés qui vont des réfugiés, par exemple, syriens, tout ça, il n'y en a pas qui se dirigent vers justement la Russie? Ah, pas que je sache, non. Cette crise-là, non, pas que je sache. Maintenant, j'en sais rien. Merci. J'ai une question transversale, donc pour tous les intervenants, mais surtout pour ceux qui ont parlé de la ville post-socialiste et qui porte sur les habitants de ces quartiers, micro-rayons, ainsi de suite. Vous avez présenté les zones en question sans jamais ou presque jamais les mettre en relation avec les centres des villes que vous avez discutés. Donc, j'étais très intéressée par une réflexion à laquelle m'a poussé Sarah tout au départ quand elle a parlé des salauds. Bien sûr, avec les guillemets, j'ai entendu tout ça. Et je pensais, en fait, et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est plutôt pour les intervenants qui ont parlé de la ville à l'intérieur du bloc de l'Est, je pensais que les habitants de ces quartiers formaient finalement une espèce de catégorie politique. Et donc, on doit les adresser comme une catégorie politique. Quitte de cette catégorie politique dans le post-1989, voire 91, dépendant des pays, sachant qu'il y a des pays comme par exemple l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est, où les grands ensembles sont très convoités et sont considérés comme une espèce de marque d'une modernité voulue à laquelle on aspire toujours et ainsi de suite. Donc j'aurais voulu savoir si vous pouvez juste commenter un tout petit peu sur la manière dont eux, ils se rapportent à un centre désiré à un moment donné et éventuellement plus laissé de côté maintenant, peut-être. D'accord. Pour le cas moscovite, il faut avoir à l'esprit qu'il y avait différents statuts en fait des habitants et que en particulier par exemple les immeubles coopératifs c'était extrêmement valorisant et valorisé socialement. Donc c'était pas ce qu'on appelle ici des quartiers de la relégation, c'était pas des sous-citoyens. Je connais les différences. Ma question est sur l'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ces habitants-là se sentent toujours valorisés? Est-ce qu'ils veulent aller plutôt de l'autre côté dans les projets que vous avez? Alors à Moscou, c'est là aussi très variable, on ne peut pas faire de réponse générale. Parce que par exemple, je l'ai mentionné, mais l'Ouest est très chic et l'Est était industriel, c'est là où il y a le plus de friches et où les gens sont beaucoup plus pauvres. Donc oui, il y a eu un mouvement de... donc au début, il y a eu ce qu'on a appelé les nouveaux Russes, bricolaient chacun chez eux, mais sur place. Et puis assez vite, on a eu des mouvements de ségrégation plus forts, avec des immeubles neufs de luxe, fermés, sécurisés, etc.
soit vers le centre-ville, soit aussi la valorisation du parc stalinien, qui a été le premier. En fait, quand le marché a été autorisé, on a juste vu qu'il y avait un marché à la période soviétique, mais enfin, il s'est structuré à une telle vitesse que c'était clair qu'en fait, avant, quand on fonctionnait avec les échanges, il y avait déjà un marché, une hiérarchisation très forte en fonction du type de bâti, du type de quartier, de la localisation, etc. Donc ça a été quasiment instantané. Et donc, ouais, il y a deux mouvements, un vers le centre historique et le bâti stalinien, et l'autre des gated communities. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre du mieux que je peux sur ça, parce que comme je ne suis pas anthropologue ni sociologue, c'est plus compliqué pour moi d'aborder ce genre de questions. Sur le cas de Varna, je dirais que pour les habitants des Gilles Oreillons, quel que soit le Gilles Oreillon, ils ont déjà des surnoms affectueux entre eux. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui ils se classent par ordre d'arrivée, en fait, dans les micro-rayons. On appelle par exemple ceux qui sont arrivés dans les années 80, donc ceux qui vivent à Kessieva Gradina, donc la partie la plus à l'ouest de la ville, on les appelle les retardataires. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas profité de la première vague d'immigration des campagnes jusque dans les grandes villes pour pouvoir obtenir un logement. Donc ils se réfèrent plutôt à des catégories de quand est-ce que tu es arrivé à Varna. Sur le centre historique, est-ce que le centre est désirable pour ces catégories de population ? Oui et non, puisque oui, dans la mesure où c'est là où il y a tous les services, puisque les micro-rayons n'ont pas été correctement équipés, et non parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens d'aller là-bas. Donc ils n'ont pas les moyens de se loger dans ces centres-villes, et en plus ils sont déjà propriétaires de leur appartement. Donc ils n'ont pas le besoin d'avoir une mobilité qui les assurerait d'avoir un logement plus proche du centre, dans la mesure où ils sont déjà propriétaires. Donc ils sont là et ils ne veulent pas bouger. Après, à part les petites blagues sur qui est-ce qui est arrivé en premier à Varna ou pas, entre eux, le seul problème qu'ils ont au final, c'est d'être considérés comme des citoyens de seconde zone, parce que tout est affecté à la promotion du tourisme. Donc tous ceux qui vivent dans le centre touristique et tous ceux qui vivent en fait près de la plage sont valorisés. Il y a des nouvelles architectures, il y a de la rénovation et autres. Par contre, eux, dès qu'on dépasse en fait la limite des anciens faubourgs et qu'on dépasse le cimetière, c'est vraiment la limite des politiques urbaines. C'est la partie qu'on ne veut pas voir de la ville. Donc ils sont laissés à l'abandon, ils le savent, mais en même temps, ils nous disent c'est bien parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que du coup, personne ne s'occupe de nous et tout le monde peut vraiment faire ce qu'il veut. L'autre souci, c'est qu'il y a une vraie ségrégation de la population rome de Bulgarie et de la population turque de Bulgarie. Aujourd'hui, par exemple, à Plovdiv, ils sont parqués dans un ghetto à l'extérieur de la ville et l'entrée dans ce ghetto est plus ou moins contrôlée par la police. Donc les gens qui vivent là-bas ne peuvent pas en sortir comme ils veulent et ne peuvent pas y entrer non plus comme ils veulent. Donc on a aussi des effets de ségrégation et ce qu'on appelle des no-go zones en Bulgarie. Je ne sais pas si j'en ai parlé ou pas, mais la partie de Tbilissi dont je parlais d'une façon moitié sérieuse, on en parle comme une ville à part, en partie parce que la population est plus grande que la deuxième ville de la Géorgie, qui fait plus que 150 000 personnes. Et en plus, en termes de connectivité, c'est assez isolé du reste de la ville. Tandis que ce n'était pas un grand problème avant la fin de l'Union soviétique, parce que la plupart des gens étaient employés près de leur lieu de vie, dans les usines, peut-être à 2 ou 3 kilomètres de leur maison. Après la dissolution de l'Union soviétique, la plupart des usines ont fermé et l'emploi a chuté. Donc le point à partir duquel ils devaient voyager a changé. Donc j'ai dit que ce projet est à moitié achevé. Le projet n'est pas complet.
Et donc, tandis que ces districts étaient en cours de développement, c'était prévu que le métro serait développé pour couvrir tout le quartier jusqu'au bout. À présent, il n'y a qu'une gare au début du quartier. Et à partir de ce point, jusqu'à la fin, ça fait 3 km. Et la nuit, et même le soir, c'est pas vraiment très accueillant comme ambiance. Donc pour les gens qui habitent sur les marges du quartier, ils ressentent une grande isolation du reste de la ville. La connectivité est très dure pour eux. Donc ils se sentent un peu dépendants sur la ville parce que c'est l'endroit où ils doivent aller pour faire quelque chose, pour gagner leur vie, pour travailler. Donc c'est... Est-ce qu'ils se sentent les citoyens de la même ville? Quand je parle avec eux, et aussi dans un des documentaires qui a été produit sur ces quartiers, il y a des gens qui disent qu'ils se sentent comme une entité séparée. C'est pas tout à fait sérieux, mais il y a une certaine vérité quand même. Et parfois, c'est dit avec une certaine fierté. Parce qu'il y a un tel écart entre cette partie de la ville et le reste de la ville qui sentent une certaine fierté. On se sent dépendant, mais en même temps, on est séparés. Pour la Pologne, c'est pas du tout le problème d'être séparé parce qu'au début de la construction, oui, c'était le quartier qui était dans la périphérie de la ville, mais là maintenant, c'est considéré comme le centre de la ville. On a 10 minutes en tramway pour arriver aux vieilles villes. Il y a la rivière qui sépare juste le quartier et la vieille ville. Donc, non, les habitants, ils se sentent tout à fait à sa place dans le centre absolu de Poznań. Et comme j'ai indiqué pendant ma présentation rapidement, en 2008, comme il y avait la crise économique, c'était les appartements au Siedle Taille qui ont grimpé de prix. Donc, c'est les appartements qui sont très demandés, les habitants ils sont très contents d'y vivre et c'est pas du tout péjoratif habiter dans les cités. Parce que même, je n'ai pas voulu trop utiliser le mot cité pendant la présentation parce que ça n'explique pas l'ambiance dans ce quartier-là. Et pour finir aussi, la ville, elle comprend très bien que le quartier est dans le centre. Et j'ai indiqué aussi qu'il y a un projet d'un nouveau pont qui va en plus attacher ce quartier au centre de la ville. Moi, je voudrais poser une question à tous les intervenants. Aujourd'hui, cet après-midi, beaucoup de présentations ont centré sur l'histoire du contexte spatial, historique, culturel. Et seulement à la fin, nous avons vu des photos de transformation, soit de l'intérieur des appartements, soit de l'extérieur, au Corviale. Alors, je voulais vous demander cette emphasis sur le contexte historique. Ce matin, on a vu aussi des temporalités qui n'ont été pas projetées dans un contexte temporel de l'histoire du Caire, par exemple, mais seulement un travail très fin, très intéressant. Je voulais vous poser la question, comment votre emphasis sur le contexte peut aider à interpréter le cœur de notre colloque, c'est-à-dire, oui, ce mot qui revient, qui n'est pas très heureux de l'appropriation. Parce qu'on a vu, hier on discutait, moi aussi j'avais posé la question, qu'est-ce que c'est le propre? Mais comment interpréter ces transformations, ces changements que vous avez nous montré à la fin de vos présentations? Et que c'est, alors, de quelle manière, et que c'est une question plus large sur ce qui est le développement après de la comparaison, non? Comment le contexte socioculturel et spatial vous le fait jouer pour interpréter les transformations que vous avez montrées avec les photos.
peut essayer de commencer. Je pense qu'il y a... je pense que dans le cas de Corviale, ce qui était... pourquoi, enfin, je vais d'abord... pourquoi recommencer par l'histoire, en tout cas, pourquoi centrer une... C'est, en fait... Oui. Et même, même ce que quand vous avez demandé de nous fournir, c'est-à-dire des fiches un peu formatées sur l'histoire et la situation actuelle des bâtiments. En fait, ce qui est intéressant, et en reprenant le cas de Corviale, c'est le fait que si on voit le bâtiment comme ça, effectivement, on a tout d'abord un effet de peut-être même d'exotisme, où on voit effectivement ce qu'on disait hier, donc des matériaux de récupération qu'on peut trouver à la fois dans de l'habitat dit informel, illégal en tout cas, donc une sorte d'esthétique aussi du bricolage, de l'autoconstruction. Et finalement, finalement pour moi, l'erreur serait de se confier à une forme de fatalité de cette forme aussi qui est là, et que plus on remonte dans l'histoire sociale, politique de chaque pays, là on retrouve quelque chose qui est encore plus intéressant, qui est, de mon point de vue, peut-être d'anthropologue, mais qui est des contextes d'entre-deux, justement, qui ne sont pas l'entre-deux spatial, mais qui sont l'entre-deux de transition, comme disait Olivier hier, un moment où le contrôle se relâche, ou alors des moments où on a une transition politique ou des transformations économiques, nos systèmes économiques de chaque pays. Donc c'est le cas pour les pays ex-soviétiques, où on a cet accès à la propriété privée et du coup aussi au commerce, à certains types d'activités qui du coup influencent la transformation physique de l'espace. Et du coup, la transformation physique qu'on voit devient juste un indice pour raconter ce qu'il y a derrière. Et ce qui est, de mon point de vue, la chose très très intéressante de l'Italie, c'est qu'on est dans un contexte où on a débattu, par exemple, de l'accès à la propriété. Ça a été un débat. Je ne sais pas pour Scampia, je ne sais pas pour la Zen. On a à un moment donné ici eu l'idée de dire si on les faisait accéder à la propriété. Et ça a été à un moment donné écarté pour une question foncière, c'est-à-dire que l'idée même de dire mais en fait on a un patrimoine qui est public, même si on n'arrive pas à le gérer en tant que patrimoine public et qu'il y a une gestion parallèle, ça reste un patrimoine public, on ne sait jamais ce qui va se passer par la suite, donc on garde et on cautionne cet hybride total entre l'auto-organisation des habitants et la présence de l'État. Donc, à mon sens, le fait de se poser des questions sur la structure sociale, économique et donc sur l'histoire qui nous amène à voir ces situations-là, c'est le contexte qui appelle à remonter à ces explications-là. Donc pour moi, c'est nécessaire pour comprendre comment on en arrive là. Et j'ajouterais qu'en fait, une chose qu'on, pris par le temps, effectivement, on n'a pas su mieux expliquer, c'est que la question intéressante, c'est de se dire non seulement qu'on est dans de la propriété publique, mais qu'on n'a pas voté une réhabilitation. C'est-à-dire que la réhabilitation a été votée et jamais été effectuée, 2005. Là, on a décidé de faire un concours. Donc, on est sur un niveau on joue sur la question de la représentation de l'espace. On est tellement dans un espace stigmatisé qui est extrêmement compliqué à gérer, justement parce que c'est la synthèse de l'histoire italienne sur la question du logement public ou privé, de l'occupation, l'autoproduction et la gestion collective, qu'on décide finalement de jouer sur un autre niveau, qui est celui de la représentation. Donc on va faire plutôt un concours maintenant d'idées. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que dans ce concours d'idées, ce qui était intéressant pour nous, c'est de savoir pourquoi, moi en tant qu'anthropologue, la participation à ce concours était un sujet d'étude. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, avec ces initiatives des habitants ? Le choix était le 4e étage, qui était considéré comme un étage de service
et qui a été occupé par les habitants, réaménagé en fait, aménagé, même pas réaménagé, aménagé par les habitants, on décide d'accepter que ça soit un étage aussi résidentiel. Donc ça, c'est acté par le projet. On intègre l'idée que ça restera de l'habitat. Donc on assume, on traduit ça en programme, mais en fait, on repart à zéro. C'est-à-dire que l'injonction de standardisation de l'État arrive, et du coup, même si on décide de suivre l'intuition des habitants, c'est-à-dire on s'en fout du plan libre, on s'en fout de faire des commerces, parce qu'on a entre-temps un grand centre commercial qui a ouvert à côté, et jamais on va remplir 1 kilomètre de long de bar de petits commerces et de petites activités. La société a tellement changé des années 60 que ça n'a pas de sens de penser ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Résultat, et en plus, les habitants se sont occupés à ramener au rez-de-chaussée certaines des activités qui étaient prévues au 4e étage, donc les raccrocher à la rue, à l'idée plus concrète de la rue. Et on accepte que ça devienne de l'habitat, mais on remet à niveau, c'est-à-dire on va tout détruire et on va tout reconstruire. Et du coup, on est dans une dimension où on suit l'habitant, mais jusqu'à un certain moment. Et alors, il y a des gens qui ont investi jusqu'à 60 000 € de construction dans ces maisons. Je vais essayer de répondre pour mes bâtiments, parce que pour le bâtiment blanc, vous pouvez voir à partir de la forme, il y a des couches qui se superposent l'une sur l'autre, et une couche représente une chose. Elle peut représenter l'histoire. Une autre couche peut représenter les mouvements politiques, la société, la culture. Et ces couches sont d'une certaine façon superposées l'une sur l'autre dans le bâtiment blanc. Donc, comment peut-on décortiquer ces couches? Et c'est comme ça que j'ai essayé d'étudier le bâtiment blanc dès le début. Et le bâtiment blanc ne dépend pas uniquement, elle n'est pas tout seul comme bâtiment. Il y a une interaction avec la guerre, avec l'histoire, avec la culture, avec l'art. Et même le développement autour de la ville autour de nos jours. Pourquoi est-ce que les gens ont fermé le rez-de-chaussée pour faire des cafés ou des restaurants? C'est à cause du développement autour du bâtiment blanc. Il y a une sorte de séparation du bâtiment dans ces activités. Et pourquoi est-ce que la communauté artistique a choisi ce bâtiment? Nous avons l'histoire de toute cette société qui habite à présent le bâtiment blanc. Et aussi à l'histoire des femmes qu'on voit ici comme une couche du bâtiment blanc, comme vous pouvez voir de nos jours. Donc, pour répondre à votre question, on peut dire qu'il est... si on regarde le présent ou l'avenir et les couches du passé, c'est le passé qui donne une structure au présent et à l'avenir. Il y a des connexions toujours entre passé, présent et l'avenir. Et c'est comme ça que l'histoire et la situation actuelle du bâtiment blanc, vous pouvez voir la façon dont les gens construisent leur maison comme un espace de vie à cause de la culture qui est centrée sur la famille, comme même les enfants, ils se marient, ils habitent toujours avec leurs parents. C'est pour ça qu'ils ont construit. Donc il y a cette interconnexion entre les choses et c'est un aspect très important à étudier. Ce n'est pas seulement l'histoire, mais c'est toute forme de... J'espère que j'ai répondu. Moi, je trouve que le contexte politique, historique est
très important. Je suis née en 1984 et je ne me souviens pas le communisme. Donc, je pense que sans comprendre avant moi-même tout ce contexte historique et la façon de vivre, la façon de la naissance de ce quartier, je ne pouvais pas interpréter les transformations. Et peut-être même plutôt manque de transformation en Pologne, parce que je pense que c'est un des sites les plus propres, si on peut dire, et plus clean, quoi. Moi, j'interprète que les Polonais, ils ont toujours ce blocage de faire quelque chose un peu différent, sortir de l'eau pour que personne ne pose trop de questions, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi. Donc, selon moi, je pense qu'ils préfèrent rester à l'intérieur de les apparts, faire ce qu'ils veulent parce que c'est chez eux, et à l'extérieur, rester neutre. Et je suis pratiquement persuadée que ça vient un peu de cette psychose de communisme qui était pendant cette période-là. Voilà. Je pense, quand je regarde le contexte, dans certains cas, pour donner la réponse pourquoi certains phénomènes se sont déroulés d'une certaine façon. Dans le cas des Caucases du Sud, dans les États post-soviétiques, il y avait une sorte de vague de privatisation qui a eu lieu dans une période d'1 an, plus ou moins. Et si vous regardez tous ces 3 pays, dans le contexte politique de ces 3 pays, avec un gouvernement central et un système étatique en crise, qui ne pouvait pas s'occuper de ce qui se passait autour, mais arrivait quand même à donner des incitations à la société de gagner quelque chose de la situation. Et plus tard, quand j'ai commencé à penser ce qui étaient les conséquences, et l'autre chose dans le cas de la Géorgie, et peut-être dans d'autres cas, quand on regarde les extensions de ces bâtiments résidentiels, on peut poser les questions, pourquoi ces gens-là n'ont pas déménagé? Pourquoi ont-ils étendu leur appartement? Parfois, la raison, c'est que peut-être ces sociétés préfèrent améliorer l'environnement en place plutôt que dépendre de la mobilité résidentielle. Ou dans le cas de certains voisinages, le quartier, la plupart du quartier n'a pas les moyens de se déplacer parce que ils préfèrent investir dans la modification, l'amélioration de leur mode de vie. Et si vous regardez le contexte, peut-être ça donne ce genre de réponse. Merci. Alors, je vais répondre sur la question de la méthode, en fait. Vous dites pour le recours à l'histoire. Quand vous arrivez pour la première fois sur un terrain comme la Bulgarie, la première chose qui vous frappe, c'est mais pourquoi les façades sont rouges, bleues, vertes, fermées, ouvertes? C'est quoi ce patchwork? Le problème, c'est que cette première analyse du terrain, elle fait naître dans une démarche de recherche des hypothèses. Et ces hypothèses, il faut les vérifier. Alors, vous avez la première solution qui consiste à aller voir les habitants et à leur poser des questions. Sauf que des habitants, vous n'obtiendrez que la mémoire. Et la mémoire, comme on le sait, même après 50 ans de communisme et une génération après, elle reste très ambiguë, surtout dans le cas de l'Europe de l'Est. Comment les gens ont vécu le communisme, comment ils le perçoivent, qu'en pensent les enfants. Donc au final, si vous vous basez uniquement sur l'analyse de l'espace vécu et l'interrogation des mémoires des habitants, il vous manque quelque chose. Donc pour ça, moi dans le cadre de ma thèse, j'ai été amené à interroger l'histoire pour pouvoir d'une part comprendre pourquoi les habitants font ces appropriations, mais surtout pour vérifier des hypothèses de terrain. Est-ce que je peux croire tout ce que les habitants me racontent? Et c'est l'histoire qui me permet de vérifier ça. Dans le cadre de l'étude sur la Bulgarie, pourquoi les habitants font des appropriations? Pourquoi c'est si présent? Pourquoi on a des jardins floraux et pas des jardins potagers? Il s'avère que l'histoire nous apprend que la Bulgarie est un territoire essentiellement agricole de sa création jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc on a une permanence des traditions paysannes plus des traditions turques
qui est énorme et qui, du coup, malgré 50 ans de communisme qui a essayé d'effacer tout ça et de dresser les contours d'un homme moderne, continue d'apparaître en filigrane et qui, après 91, reprend ses droits sur l'espace. Donc l'histoire, elle est comme un outil de validation de ce que vous voyez sur le terrain. Elle vous permet en plus de faire apparaître de nouvelles hypothèses. Et donc vous avez ce constant aller-retour entre ce que me dit le terrain, ce que me dit l'histoire et comment ces deux interagissent. Voilà. Moi, j'ai pas eu une approche historique pour le coup. Je suis l'exception. Et je vais encore faire une réponse hors des clous. Du coup, je suis d'accord avec Marianita. Pour moi, je m'en fiche complètement de savoir si la façade elle est verte ou bleue. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est l'objet, c'est le contexte lui-même, y compris dans sa profondeur historique et dans l'épaisseur biographique des gens. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour le cas moscovite, et pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, Moscou a toujours été une ville fantasmée avec des plans complètement délirants de troisième Rome et que sais-je encore. Et elle a toujours été bricolée, bidouillée, avec des pouvoirs publics qui ont été dépassés de manière totalement endémique. Enfin, et donc, ouais, c'est comme si la qualité intrinsèque de Moscou, c'était d'être bricolée malgré cette apparente, cette modernité qui peut sembler un peu violente de prime abord. En fait, elle ne l'est pas. Enfin, elle l'est sans l'être, quoi. J'avais une autre chose à dire. Oui, je pense que la réponse tartignole de l'anthropologue, c'est que l'être humain est un être d'histoire, enfin de temps, et que c'est très important de pouvoir se projeter aussi dans un avenir. Enfin, je pense au travail de Colette Pétonnet, si on veut réfléchir à ce genre de forme, mais il me semble que ce qu'elle a montré de manière très flagrante, c'est que dans le passage du bidonville à la cité de transit, ce qui était dramatique pour les habitants des cités de transit, c'était non seulement la perte du tissu social, mais aussi l'impossibilité de se projeter, l'inexistence des baux, le fait que c'était transitoire. Voilà. Et puis dernière chose aussi, vous posez la question de l'appropriation en fait. Je pense que l'uniformisation, enfin là c'est comme si la singularisation était une condition sine qua non de l'appropriation. Mais la Moscou que j'ai connue quand je suis arrivée, elle était uniforme. Et du coup, ça donnait, et c'est aussi une des qualités de ce type de bâtiment, c'est que vous êtes immédiatement familier. Enfin, comme c'est les mêmes appartements partout et qui sont décorés pareil, et que le plan est pareil, etc. Voilà, quand vous avez besoin d'aller aux toilettes et que vous êtes chez quelqu'un pour la première fois, vous demandez pas le chemin, vous demandez si vous pouvez aller vous repoudrer le nez, quoi. Mais donc voilà, je pense que il faudrait pas rabattre l'appropriation sur la singularisation. Et puis j'ai peut-être oublié un truc, mais c'est pas grave. Bonjour. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les sujets de l'identité, de la fierté et sur les sens de pertinence des gens qui habitent dans ces quartiers et qui sont faits de la concession participative un outil d'activation urbaine et de l'autoconstruction d'un mode de vie en soi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'identité? Identité, la fierté et les sens de pertinence qu'ont les gens qui sont faits de l'autoconstruction d'un mode de vie. Je sais pas. Corviale, c'est un peu difficile. Ils sont fiers. Après, ça dépend parce que il y a différents habitants. On ne peut pas généraliser. Je ne peux pas donner une réponse généralisée sur ça. Il y a certains qui sont fiers, peut-être certains autres qui ne sont pas fiers. Ce qu'on a vu, surtout par rapport au SIC, donc les comités des inquilini corviali, donc des locataires des corviales,
C'était surtout les habitants qui ont commencé à habiter dans les bâtiments dans les 1982, donc lors des premières attributions. Ce sont eux qui ont monté cette sorte de comité, et du coup, bien sûr, ils étaient fiers, ils voulaient habiter leur maison. Et du coup, ils se sont engagés dans un certain activisme qui montre une certaine volonté d'habiter, de faire ville. Après, il y a toute une autre génération, que c'est la deuxième génération, qui est la génération un peu qui a un peu vécu la stigmatisation du bâtiment aussi, et qui a peut-être un autre rapport au bâtiment, à Corviale, au niveau de... qu'on peut l'entendre comme une sorte de borgata, comme une sorte de bourg, qui est, je pense... c'est une période où on a rencontré des habitants, ils ont vécu une période, c'était une période un peu de la drogue qui arrivait dans les bâtiments. Je pense qu'ils ont vécu quelque chose qui était très différent de leurs parents, et du coup peut-être il avait une manière de s'exprimer dans l'espace et de mettre en place des pratiques de rébellion, mais liées peut-être à un âge, à une période de vie personnelle, qui peut-être je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui ont aussi détesté ces bâtiments. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que les gens ils sont fiers d'habiter Corviale? Ils habitent, ils font un peu... certains, ils ont des potagers, ils sont très fiers, franchement. Ils font des choses. Oui. Oui, c'est ça. Du coup, dans l'appropriation, je pense qu'il y a un certain... Surtout, par exemple, on n'a pas pu visiter, par exemple, les salles collectives des locataires, parce que c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a des gens vraiment qui sont engagés dans la rénovation de leur appartement. Et ils ont dépensé pas mal d'argent. Et je pense que ça, j'imagine qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Sinon, ils ne seraient pas engagés économiquement parlant. Bon. Je pense que là, j'ai pas trop bien compris si vous voulez une réponse par rapport à ce qu'ils ont fait, ou alors on revient à ce que nous disait Ferdinando hier aussi sur la Zen. On est dans des contextes nous on l'a peut-être pas souligné suffisamment, on est dans des contextes de hyper stigmatisation du lieu. Donc c'est pas du tout des lieux qui sont dans le tissu urbain comme on a vu avec le White Building, qui est accessible. Moi-même, pour l'avoir visité, vous vous rendez pas compte d'une fracture ou d'une impossibilité à rentrer. Ici, on est dans des lieux dont la frontière symbolique est extrêmement forte. Donc vous visitez pas Corviale comme ça. C'est pas... il faut y aller, voilà. Mais du coup... je pense qu'on est vraiment dans une dimension entre guillemets, de l'effort que les habitants ont fait. Ça témoigne d'une prise, avoir une prise sur son propre espace. Et ça, il n'y a pas de réhabilitation possible qui va les laisser être, qui va laisser l'État rentrer et tout refaire. Vous avez, quand je parlais des conflits internes, vous avez des représentations de ce que ça veut dire habiter Corviale qui sont très très différentes. Vous avez un contraste donc, qui est au sein... il y a des niveaux de légitimité à être là qui sont très très différents, des récits de construction d'habitants qui sont vraiment très très différents. Chacun a sa propre raison d'être là et va vous raconter son histoire. Et puis, par contre, effectivement, la condition commune... Ce n'est pas l'appropriation, la condition commune, c'est qu'ils habitent le même espace tous les jours. C'est pas du tout le fait d'être intervenu beaucoup ou pas beaucoup, mais le conflit entre... on a dit qu'il y a beaucoup de liens familiaux, en fait. C'est ce qui a poussé à l'occupation du 4e étage. C'est un impensé du logement social. C'est quelque chose qui n'est pas pensé pour le logement social, qui imagine que vous allez rester avec un noyau familial toujours fait de la même manière. Vous rentrez, vous êtes fils d'eux, vous n'allez jamais avoir des enfants, vous n'allez jamais vous marier. Ou alors, mais par contre, on imagine que votre condition socio-économique va toujours rester la même. Donc si vous voulez, vous avez un contraste entre ce que cet habitant produit. C'est une vraie critique au projet du logement social.
moderne ou pas moderne, mais l'idée c'est je montre la limite de ce projet, c'est-à-dire de caser des gens, attribuer des logements à une famille qui ne va pas évoluer. Là, elle évolue, il y a de l'espace disponible, j'occupe, je fais bouger ma famille, je l'agrandis, du coup, je produis un habitat. Cette capacité-là a produit des situations d'extrême fierté d'un côté et de préoccupation de l'autre, puisqu'effectivement, du coup, on tombe sur une apparence d'informalité qui va, du coup, déranger les habitants, certains des habitants légitimes. Je pense que la fierté est relative au désir des gens. Parce que, je veux dire, l'être humain, quand il fait quelque chose, nous sommes fiers de ce que nous faisons. Et cette façon de faire est d'être heureux. Et si on ne le fait pas, et il y a d'autres qui le font, parfois on n'est pas heureux, on n'est pas fier. Par exemple, vous rentrez dans une communauté, vous demandez un engagement de la communauté, de votre conception. Donc l'idée, c'est que la communauté soit fière des idées qu'ils ont. Si vous faites une conception vous-même, que vous imposez sur une communauté, est-ce que vous êtes fier? Parfois, ils disent, ils aiment votre conception, votre dessin, mais en fait, quand c'est vous qui le faites, ils s'en foutent, parce que c'est pas eux qui l'ont conçu. C'était pas leur idée à eux. Donc l'idée, c'est, il est difficile à donner une réponse complète à cette question de fierté, parce qu'elle est liée au désir. Mais je pense que dans le bâtiment blanc, ce que les gens ont fait de leurs propres mains, ou ce qu'ils ont fait pour leurs enfants de leurs propres mains, c'est eux qui l'ont conçu. Ils ont même mis des fleurs près de la mezzanine et ils sont fiers qu'ils ont des fleurs. Parce que ce sont des fleurs qu'ils ont fait venir du marché et qu'ils ont mis dans des pots eux-mêmes. Et puis, ils s'en occupent parce qu'ils sont fiers, ils sont heureux. Si vous achetez les fleurs pour eux, et ils ne vont pas s'en occuper de la même façon parce qu'ils pensent que ce n'est pas leur propriété. Donc oui, je pense, je n'ai pas une réponse spécifique, mais je pense comme réponse générale, c'est ce que j'ai à dire. Alors, des conclusions. Ça va pas être des conclusions de toute façon, parce que pour nous, c'était le fait de partager avec vous tous nos préoccupations, c'est plutôt un point de départ. Donc déjà, il va y avoir, notamment avec les participants, d'autres rendez-vous pour la publication, ça c'est certain. On va essayer d'avancer dans la définition de ce qui nous intéresse dans cet entre-deux, qui, comme vous l'avez compris, n'est bien évidemment pas qu'une question de distance, de mesure entre des éléments épars lancés par des urbanistes enfants sur des grandes tables, comme s'ils jouaient avec des cubes. On a vu quelques images aujourd'hui qui étaient assez révélatrices. Donc cet entre-deux, il l'est aussi, mais il n'est pas seulement physique, il l'est beaucoup, comme l'a rappelé Maria-Anita, cet espace-temps où les choses sont rendues possibles. Alors quelles sont ces choses qui sont rendues possibles? Pour moi, c'est principalement une chose, et je pourrais presque reciter une phrase de Olivier Rey, qui a été un de nos grands témoins hier, citer une de ses phrases dans son livre « Une question de taille ». Il parle à un moment donné des citoyens, donc il parle de la démocratie. Il dit que la démocratie, c'est lorsque les citoyens participent activement à la vie de la cité et s'en remettent d'abord à eux-mêmes pour les choses qui les concernent.
L'entre-deux, pour nous, c'est ça. C'est qu'enfin, on arrive à prendre en main ce qui nous concerne. Donc évidemment, ça pose la question du rôle de l'État, du rôle du contrôle, du rapport à l'autorité, au modèle dominant. Et puis, c'est arrêter de penser dans cette modernité technicienne et progressiste que tout doit être pris en charge et que le commun des habitants, le commun des citoyens est un enfant pour qui on doit inventer des dispositifs pour qu'il arrive à avancer dans la vie. Donc l'entre-deux, pour nous montre ça. Marianita va peut-être rajouter quelque chose. Je développe pas plus parce qu'on le fera probablement avec la publication à venir. Vous avez en plus des éléments aussi dans l'article qu'on a cité, dans la revue Clara. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, peut-être que j'en aurai une autre aussi après. C'était pour dire que cet entre-deux, il est aussi justement entre le projet de ces grands ensembles et puis la prise que les habitants ont. On n'est pas juste du côté des habitants en disant, voilà, et c'est ce que aussi Viviane a rappelé hier. Et pour ça, il y a une phrase de Fiorentino qui est incroyable et qui donc revisite son propre projet. C'était très dur, hein. C'était très dur. Il y a une légende qui dit qu'il s'est suicidé à cause de ça, mais c'est pas vrai. Mais bon, la légende parle aussi. Donc, c'est dans une interview où il visite Corviale en 93 avec des enfants, avec des lycéens. Et la phrase, c'est « Le pari est fait sur la façon dont Corviale sera géré. C'est-à-dire que cette expérience est faite à la fois d'architecture et de gestion. Comme toutes les choses de la ville, qui ne sont pas simplement faites de façades, mais aussi d'organisation, de services, de transport, etc. Alors disons, la gestion politique de cette maison, il l'appelait comme ça, est la même ou a le même poids, voire plus de poids que la gestion architecturale, qui est la toute petite partie que les architectes se sont réservés pour leur propre projet. Si le locataire de demain pense d'avoir une structure paternaliste, où tout lui est offert et puis rien lui est donné, il est clair que Corviale est destiné à un échec retentissant. Car il est évident qu'il n'est pas fait pour une gestion de type paternaliste. Si par contre la possibilité ouverte par l'existence même des espaces communs pour créer des occasions de travail collectif sera exploitée par les habitants, et si donc la gestion de Corviale deviendra une gestion communautaire, la question devient importante. Ceci, bien sûr, dépend d'un certain nombre de considérations non fatalistes et de moments d'intervention de la municipalité, de la structure qui gère les logements sociaux, des travailleurs sociaux, des promoteurs culturels, etc. Oui, je ne sais plus quelle était la phrase. Je vais peut-être à ce moment-là remercier... non, ça me revient. Ça repart. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, qu'on n'était pas. Oui, je voulais sur la phrase de Marianita, qu'on n'était pas forcément du côté des habitants. Évidemment, on n'est pas du côté de n'importe quel habitant. Il faut qu'ils agissent plutôt dans le bon sens. Non, ce que je voulais dire, c'est que, comme moi je l'ai constaté à Hanoï, c'est que le temps où tout est rendu possible, et notamment cette façon de faire, individuelle ou à plusieurs, elle est souvent très fugace et cet entretemps de l'entre-deux se referme très vite. Et il faut être attentif à ça aussi pour savoir dans quel temps de la modernité on est, qu'est-ce qui nous attend et comment nous, on va pouvoir se dépêtrer dans cette phase qui souvent nous dépasse toujours plus. Enfin, très difficile d'arriver à identifier notre action si on ne prend pas vraiment un très, très grand recul. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Et effectivement, ce n'est pas être auprès des habitants qui est une fin en soi, c'est être auprès de ceux qui tentent de contredire certains processus qui sont plutôt mortifères, notamment pour l'avenir de la ville, puisqu'on parlait des contextes urbains. Voilà. Donc je remercie pour aujourd'hui. Et après, je passe le micro à Marie-Hélène, mais je remercie aujourd'hui la Cité de l'Architecture, puisque demain, nous ne serons plus là. Marie-Hélène, les équipes techniques, Guillaume Salem, qui n'est
nous a accompagnés à l'ouverture. Je vous donne rendez-vous pour la 3e journée, on n'a pas fini. Donc demain matin, Moulin-Févon, 9h. Moulin-Févon, c'est donc à la Courneuve, 4000 Nord. L'adresse est sur le site. On continue d'abord faire un tour à la Courneuve. Alors on ne se balade pas à la Courneuve, hein. On va essayer de comprendre des choses avec des gens qui ont travaillé, qui portent un regard sur ce quartier-là, qui y vivent. Et l'après-midi, on se retrouve à la Villette, donc 14h30. Voilà pour la dernière demi-journée qui concerne donc un début de retour sur le cas français. Mais je pense qu'on va plutôt ouvrir la possibilité de continuer sur cette question.